Un avion d'affaires s'écrase dans le brouillard près de Saclay. 7 morts, dont 5 journalistes spécialistes d'automobile. Une femme bientôt à la tête du plus grand État musulman du monde. Benazir Bhutto et son parti remportent les élections législatives au Pakistan. Défi au pouvoir central soviétique. Après l'Estonie, la Lituanie pourrait affirmer sa souveraineté vis-à-vis de Moscou. Refroidissement entre socialistes et communistes, Pierre Mauroy accuse le PC de double langage à la veille du vote sur le budget. Duel au Grand Trot, Ourasi affronte la nuit prochaine à Philadelphie son rival américain. Madame, Monsieur, bonsoir. Acquittement au bénéfice du doute. Quand le président de la cour d'assises de Bonn prononce ces mots ce matin, les protestations fusent. L'Allemagne a une justice nazie, s'écrient des Français venus assister au procès d'un homme de 79 ans qui fut, en d'autres temps, le chef de la Gestapo à Châlons-sur-Marne. Il était accusé d'avoir ordonné la déportation de 180 juifs français, morts plus tard à Auschwitz. Philippe Rochaud assistait au... C'est ignoble. Les assassins de nos familles sont jugés, acquittés, sont en liberté. Et nous, les victimes, on nous a maltraités et on nous a insultés. On a tué 2 fois les victimes de Von Korff en l'acquittant. C'est une honte pour l'Allemagne tout entière. Réaction très violente des familles des déportés expulsés du tribunal pour avoir contesté l'acquittement de cet homme. Modeste Von Korff, ancien chef de la Gestapo de Châlons-sur-Marne, responsable de la déportation de 180 juifs de la région Champagne. Il y avait des enfants parmi eux, personne n'est revenu. On attendait 6 ans de prison pour le comte Von Korff, mais les juges ont retenu 2 arguments avancés par ses défenseurs. En 1943, il a été renvoyé sur le front de l'Est, ce qui montre qu'il n'était pas en accord avec les directives de Hitler. Il ne connaissait pas, dit-on, la destination finale des convois de déportés, d'où la déception des familles et de ceux qui les ont soutenus. Alors une question, Barbie aurait-il été acquitté s'il avait été jugé en Allemagne? L'Allemagne en 1979 avait rendu un verdict juste dans l'affaire Lischka, mais dès qu'on descend plus bas, eh bien, il s'agit d'exonérer les responsables. Eh bien, on voit combien, je veux dire, nous qui avons été si opérationnels dans l'affaire Barbie, nous avons eu raison de faire ramener Barbie en France, parce que s'il avait été jugé en Allemagne, il y avait de fortes chances qu'il fût acquitté. Une fille qui porte des bracelets, qui a une mentalité à l'occidentale, ne pourra jamais diriger les affaires du pays. Ce thème, ce slogan martelé à l'envi au cours de la campagne électorale n'aura donc pas fait recette. Benazir Bhutto vient de venger son père. 11 ans après le coup d'État militaire qui le renversait au Pakistan et qui l'exécutait ensuite, cette jeune femme de fer remporte à la tête du Parti social-démocrate les premières élections législatives organisées par le pouvoir. C'est donc une femme qui va gouverner le plus grand pays musulman du monde. Bruno Ledreff. La flèche a donc touché sa cible. Cette flèche brandie par cette immense silhouette, c'est le symbole du Parti populaire pakistanais de Benazir Bhutto qui vient de remporter les élections. Les premiers résultats à peine connus, Benazir Bhutto proclame sa victoire, le peuple la célèbre. Benazir l'occidental, elle a fait ses études à Harvard et Oxford. Benazir la femme, Benazir la mère de famille, elle vient de donner naissance à son premier enfant. Benazir qui a séduit par milliers ces foules musulmanes dans un pays où l'islam est religion d'État et où certains prônent la charia, la loi coranique, pas vraiment progressiste en matière de droits de la femme. Visage de princesse des mille et une nuits, caractère de conquérant, la fille de l'ancien président pakistanais, Zulfikar Ali Bhutto, renversé puis condamné à mort par l'armée en 1977, va devenir l'un des plus jeunes premiers ministres au monde et surtout la première femme à diriger un pays musulman. Si l'armée ne s'y oppose pas une nouvelle fois, c'est donc à travers cette jeune femme de 35 ans que le Pakistan va faire une entrée fracassante dans la démocratie. Article 1er, Moscou a toujours raison. Article 2, si Moscou a tort, voire article 1er.
C'est l'un des slogans que l'on pouvait lire cet après-midi à Vilnius, la capitale de la Lituanie. Les manifestants massés devant le Parlement local attendent qu'ils suivent l'incroyable exemple de l'Estonie. Cette autre république balte, hier soir, a carrément défié Moscou en inscrivant dans sa constitution un droit de veto sur les lois promulguées par le Soviet suprême de l'Union soviétique. Georges Bortoli. Les députés au Parlement estonien ont trouvé en se rendant à leur séance des manifestants bien tranquilles, mais dont les revendications étaient fort claires. Ils demandaient que ce tout petit Parlement local, jusqu'à présent sans pouvoir réel, soit maintenant capable de dire non à Moscou. Les députés les ont écoutés puisqu'ils ont décidé à la quasi-unanimité que les lois de l'Union soviétique ne seraient désormais valables en Estonie que si eux, députés estoniens, leur donnaient leur accord. En somme, un vrai droit de veto sur les décisions de Moscou. Mais alors, que vont faire les républiques voisines de Lettonie et de Lituanie, elles aussi travaillées par une certaine fièvre nationaliste? En effet, les nationalistes baltes estiment que les amendements à la constitution de l'URSS, actuellement en préparation à Moscou, restreignent l'autonomie des républiques non russes de l'URSS au lieu de la développer. Et ce phénomène de rejet ne se limite pas au bord de la mer Baltique puisqu'on l'enregistre aussi avec manifestation à la clé tout à l'autre bout de l'URSS en Géorgie. Alors, il semble que Moscou ait pris très vite la mesure du danger puisque l'agence TASS déclare déjà que les décisions du Parlement estonien sont illégales et puisque les commissions des lois et le présidium du Soviet suprême, que préside M. Gorbatchev en personne, vont travailler bientôt et vraisemblablement pour dire que les Baltes doivent tout de même être plus obéissants vis-à-vis de Moscou. Oui, et ce soir, le président du Parlement estonien est en route pour Moscou, où le Kremlin a donc saisi la commission des lois du Soviet suprême. L'agitation reprend aussi en Arménie, où 200 000 personnes ont manifesté aujourd'hui et appellent à une grève générale pour demain. Il y avait du brouillard ce matin en région parisienne. Le petit avion, un Cessna, a décollé malgré tout de Toussus-le-Noble. Il s'est écrasé un peu plus loin, près du centre nucléaire de Saclay. Bilan, 7 morts. Anne Gainsburger. Le dernier voyage du Conquest à terre, mêlé aux morceaux de carlingue et aux tôles tordues, les corps des 7 victimes. 5 journalistes, le pilote de l'avion, un policier et l'un des organisateurs du vol. Tous venaient de quitter Toussus-le-Noble pour Montluçon. Des essais automobiles les y attendaient. Ils étaient 7, ils devaient être 8, car hier, l'un d'entre eux, occupé sur un autre reportage, s'est décommandé, le seul ce soir à pouvoir s'arrêter sur les images de l'accident. Je les découvre avec vous. Et je suis encore plus bouleversé que ce matin quand j'ai appris la nouvelle. Je suis un survivant, un sursitaire sans l'être, parce que j'étais, fort heureusement pour moi, pas dans l'avion, mais j'aurais pu... je veux dire qu'il y a des tas de choses qui se passent dans la tête, mais je sais pas, on se touche, et puis on se touche les mains, on se touche la poitrine, le visage, puis on se dit, bon, on est vivant, c'est super, voilà. Tout s'est passé en moins de 5 minutes. Gêné par le brouillard ou victime d'une panne de turbine, le Cessna a sans doute tenté de faire demi-tour quelques minutes seulement après le décollage. Vers 9h30, il a perdu contact avec la tour avant de s'écraser en plein champ près des étangs de Saclay. À l'aérodrome de Toussus-le-Noble, personne n'arrive à éclaircir le drame. L'avion, importé des États-Unis et contrôlé à Toulouse, était affrété par la compagnie JCR et loué à une filiale de BMW. Apparemment, aucun élément qui permette aux enquêteurs d'expliquer comment l'avion a pu tomber du ciel à moins de 3 km de sa piste d'envol. 500 millions de francs, 500 millions récoltés au fil des mois auprès d'1 millier de victimes qui pensaient, en toute illégalité, faire un bon placement. C'est l'escroquerie mise à jour par les policiers de la brigade financière, intrigués depuis quelque temps par de curieux mouvements de capitaux entre la France et la Suisse. 5 personnes doivent être inculpées ce soir. Dominique Verdeillan. Des placements qui semblaient sûrs et devaient rapporter gros. Dans un premier temps, le client est mis en confiance. Le démarcheur propose un investissement fructueux dans les assurances vie avec à la clé 10% d'intérêt net d'impôt. Au départ, les souscripteurs touchent convenablement leurs gains. Mais par la suite, les démarcheurs se font plus gourmands. Ils demandent plus d'argent et plus de partenaires. C'est l'escroquerie à effet boule de neige. Les clients continuent de payer, de jouer le jeu, seulement les gains ne suivent plus. Les escroqués, conscients d'être dans l'illégalité, n'osaient pas porter plainte. Une escroquerie qui a fait 1 millier de victimes, principalement des agriculteurs. La société Finance Horizon, installée à Paris, démarchait dans la région de Chartres, de Poitiers et de Mont-de-Marsan. C'est l'anti-gang de la brigade financière
qui a mis cette affaire à jour. Les policiers et douaniers ont été alertés par des mouvements suspects de capitaux entre la France et la Suisse. À Chartres, les policiers du 10e cabinet de la délégation financière ont mis la main sur une comptabilité occulte. Cette escroquerie aurait rapporté 500 millions de francs à cette société, Finance Horizon, dont le siège se trouve Tour Montparnasse à Paris. 10 personnes interpellées à Paris et en province ont été remises en liberté après une garde à vue de 48 heures. 5 autres, déférés à Paris, doivent être inculpés dans les heures qui viennent. La criminalité financière est en pleine expansion, d'autant plus que l'argent de la drogue, par énorme paquet de dollars, vient maintenant s'écouler en Europe. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur, qui a fait voter son budget hier à l'Assemblée, a décidé de mettre en place un office central de répression spécialisé dans ce domaine. Le travail est d'autant plus difficile que la législation n'est pas la même d'un pays d'Europe à l'autre. Michel Monponté. Aux États-Unis, on l'a compris depuis longtemps, le moyen le plus efficace pour faire tomber les gros trafiquants, c'est de s'intéresser à leur compte en banque. Ici, on appelle ça la technique Al Capone. C'est grâce à elle, en effet, qu'était tombé dans les années 30 le caïd de Chicago. Mais les dimensions du trafic sont maintenant mondiales et la drogue a remplacé l'alcool. Comment l'argent qu'elle procure est-il blanchi? Voilà quelle va être l'énorme tâche du nouvel office français contre la délinquance. Qui veut qu'on ne se serve plus simplement des techniques classiques de la police criminelle, mais que face à une délinquance extrêmement moderne, très organisée, nous puissions faire intervenir des spécialistes des matières économiques et financières, que sont mes collaborateurs, pour que ceux-ci, avec leur approche personnelle, intellectuelle du problème, puissent venir en assistance de leurs camarades des sections criminelles. Pour lutter efficacement contre le blanchiment de l'argent de la drogue, la coopération européenne entre les polices doit être totale, les lois doivent être les mêmes, mais là, le panier est très largement percé. En Angleterre, le blanchiment est un délit, certes, mais l'influence très importante des hommes d'affaires libanais et pakistanais dans le domaine des banques anglaises offre aux trafiquants beaucoup de facilités. Aux Pays-Bas, les relations bancaires très étroites qu'entretient ce pays avec le Panama empêchent pratiquement tout contrôle. Les peines encourues n'excèdent pas ici 3 mois. Le Luxembourg, c'est le paradis du blanchiment. Aucune législation n'interdit cette pratique. C'est ici le secret bancaire le plus efficace du monde. Un secret pire qu'en Suisse. Et pourtant, ici, les 3 plus importantes banques du pays blanchissent l'argent de la drogue, jusqu'à 60 millions de dollars par semaine. Pour le moment, rien non plus dans la loi suisse n'empêche cette pratique. En France, c'est de la complicité de trafic de drogue, mais en Europe, on le voit, les gros vendeurs en costume 3 pièces ont encore de beaux jours devant eux. De la drogue à la bourse, un commis d'agents de change et un coteur ont été interpellés cet après-midi à la Bourse de Paris. Ils étaient en pleine transaction d'héroïne. Ils sont ce soir en garde à vue et leur identité n'a pas été révélée. Entre 0,2 et 0,3%, c'est le montant de la hausse des prix à la consommation pour le mois d'octobre. Une hausse tout à fait raisonnable, donc compatible avec l'objectif annuel fixé par le gouvernement pour contenir l'inflation. L'accord salarial dans la fonction publique a été signé aujourd'hui entre 5 des 7 syndicats, à l'exception donc de la CGT et de la CGT, entre ces 5 syndicats et le ministre Michel Durafour, qui s'est félicité à l'Assemblée du rétablissement du dialogue et de la politique contractuelle. Son budget a été adopté, ainsi que celui des services du Premier ministre, grâce à l'abstention des communistes et des centristes. Le Premier ministre a refusé tout à l'heure de recevoir les 3 présidents des syndicats de pharmaciens. Ils protestent, vous le savez, contre la baisse de près de 3% du prix des médicaments remboursés par la Sécurité sociale. Plusieurs milliers de pharmaciens ont manifesté aujourd'hui dans Paris. Ève Mété. Des pharmaciens remontés à bloc. Les syndicats de la profession avaient prévu 1500 manifestants. Ils se sont retrouvés 5 ou 6 fois plus dans la rue. Notre niveau de vie baisse de plus en plus. Mais enfin, ça, c'est un dialogue de sourds, personne ne veut nous croire. Prendre aux pharmaciens pour donner aux infirmières, c'est pas une façon de gérer son budget. Je suis pour qu'on discute, mais pour pas qu'on nous impose des mesures comme ça. Côté badaud, on se laisse aller parfois à quelques réflexions narquoises. Je pense que déjà les marges sont assez grandes, je pense pas qu'ils vont mourir de faim.
Une délégation de pharmaciens s'est rendue ce soir à Matignon, où ils n'ont pas été reçus. Il devrait en revanche être reçu par le ministre de la Santé, c'est ce qu'a annoncé tout à l'heure Matignon. Par ailleurs, quelques 150 infirmières en activité libérale ont manifesté près du ministère de la Santé. Au PTT, encore 4 centres de tri bloqués en province, à Marseille, Nice, Bordeaux et Amiens. À Lyon, près d'un autobus sur 2 circulait aujourd'hui. À Orly, incident au cours d'une manifestation des mécaniciens grévistes d'Air France. 7 personnes ont été blessées, dont 2 assez sérieusement quand une voiture a roulé pour une raison inexpliquée dans le cortège des grévistes. Passons à la politique avec le baptême d'un nouveau sigle, le CLES, initiale de la Convention libérale, européenne et sociale, lancée aujourd'hui par Raymond Barre. L'ancien Premier ministre, entouré de son état-major, veut en faire un pôle d'idées et de rassemblement au-delà des clivages politiques et en fonction des réalités de l'Europe. Raymond Barre a précisé à cette occasion qu'à l'instar des centristes, il voterait contre le budget présenté par le gouvernement. Quant à l'éventualité d'une motion de censure, il est inutile d'en rajouter, a-t-il répondu. Le vote sur le budget à l'Assemblée, qui doit intervenir demain, sera un premier test de la cohérence politique des communistes. C'est en ces termes, des termes assez frais, que Pierre Mauroy, le premier secrétaire du Parti socialiste, a commenté tout à l'heure l'attitude des communistes. On ne peut pas à la fois vouloir des listes communes aux municipales et critiquer systématiquement le gouvernement, a dit en substance M. Mauroy. La mise au point de ces listes est donc gelée pour au moins 3 semaines, d'autant plus que dans certaines circonscriptions, les socialistes gardent un goût amer des dernières législatives. Ainsi, à Gentilly, qui regroupe 2 circonscriptions, dont celle de Georges Marchais, les socialistes ont enquêté sur les pratiques électorales du PC et leurs conclusions sont sans ambiguïté. L'enquête de Bruno Roger-Petit. Les boîtes aux lettres accusent à Gentilly. Des communistes ont fraudé aux élections législatives. Objectif, assurer une élection triomphale à leurs 2 candidats, Jean-Claude Lefort et surtout Georges Marchais. Courrier, Minitel, 3 mois d'enquête de recherche menée par les socialistes de Gentilly. Bilan de leurs investigations, des communistes ont bel et bien inventé des dizaines d'électeurs fantômes. Exemple, premier bureau de vote de Gentilly. Les cartes d'électeurs 620 et 740 figurent sur le procès-verbal des cartes sans titulaire. Des assesseurs communistes tenaient les listes d'émargement du premier bureau. Ces mêmes assesseurs ont indiqué sur ces mêmes listes que les électeurs 620 et 740 ont voté le 12 juin 88, 2 électeurs qui ont d'autres souvenirs. Avez-vous voté à Gentilly le 12 juin dernier, comme l'indiquent les listes d'émargement? Absolument pas. Le 12 juin 88, donc j'étais à Montrouge, où j'habite depuis 1974, donc je n'ai aucune raison de voter le 12 juin 88 à Gentilly. Le 12 juillet 1988, j'ai voté à Marmande, en Lot-et-Garonne. Pourtant, les listes d'émargement de la commune de Gentilly indiquent que vous êtes censé avoir voté dans cette commune ce jour-là. Non, absolument pas. J'étais en Lot-et-Garonne ce jour-là en faisant mon devoir de citoyen. Lancée par les socialistes, la rumeur court à Gentilly. Qui dit communiste dit fraudeur. Est-ce que vous ne craignez pas que l'on dise de Georges Marchais et de Jean-Claude Lefort qu'ils sont les élus de la fraude? Écoutez, je pense que nous bénéficions dans notre population d'un capital de confiance et que les gens savent aussi juger de la bonne foi. En ce qui nous concerne, pour l'instant, nous pensons que l'heure, et nous dévierons pas de cet objectif, est plutôt au rassemblement de tous ceux qui veulent faire ensemble quelque chose pour que dans notre pays, ça aille mieux. Réponse plutôt embarrassée, mais les socialistes de Gentilly, eux, persistent, même si les délais de recours sont épuisés. Le vote d'un certain nombre d'électeurs de Gentilly est détourné et nous pensons que c'est une pratique condamnable et qu'il y a d'autres façons en démocratie de faire entendre sa voix que de détourner le vote d'un certain nombre d'électeurs. Mais le combat des socialistes de Gentilly apparaît bien solitaire. Pierre Zemmour, proche de Michel Rocard, candidat PS opposé à Georges Marchais en juin dernier, se tait. Confronté aux preuves qui semblent incriminer les amis de Georges Marchais, les dirigeants du PS se testent aussi. Aujourd'hui, PC-PS ne dialogue plus que par lettres. Chacun négocie les élections municipales prochaines, mais personne n'y évoque les fraudes électorales de Gentilly.
La difficile préparation pour les socialistes des municipales à Marseille. Le secrétaire général de l'Élysée, Jean-Louis Bianco, qui s'est rendu aujourd'hui à Marseille, a confirmé la préoccupation du chef de l'État à ce sujet. Mais c'est au PS de régler ces problèmes, a-t-il dit, démentant toute rencontre avec le maire Robert Vigouroux. Libération ce soir des 26 Kanaks impliqués dans l'affaire d'Ouvéa, où vous vous en souvenez, 4 gendarmes avaient été tués. Le juge d'instruction, Jean-Louis Mazière, a donc signé ces ordonnances de mise en liberté en application de la loi référendaire sur la Nouvelle-Calédonie. Les 26 Kanaks devraient donc être libérés dans les heures qui viennent. Le TGV passera bien par Amiens. Ainsi en a décidé le comité interministériel sur l'aménagement du territoire, à la satisfaction bien sûr des élus picards. Il y aura donc une bretelle à partir de la ligne du TGV Nord vers l'entrée du tunnel sous la Manche. Nicolas Jacobs. Voilà, le principe est arrêté. Et Jacques Chérec, le ministre chargé de l'aménagement du territoire, n'en dira pas plus. Pas de date, pas de tracé, mais une promesse. Le TGV, réclamé avec force manifestation par les habitants d'Amiens, s'arrêtera un jour en gare de la capitale picarde. Pas d'indication de tracé, mais le plus probable, une dérivation du TGV Nord. À la ligne Paris-Bruxelles pourrait venir se greffer une bretelle directe vers Londres via le futur tunnel sous la Manche, doublant en quelque sorte le tronçon Lille-Calais. Ce projet avait d'ailleurs été étudié par le gouvernement Chirac qui envisageait sa réalisation vers l'an 2000. Cette fois, aucune échéance n'est annoncée, les études de rentabilité du projet sont toujours négatives, mais les pouvoirs publics semblent convaincus que cette liaison finira bien un jour par être rentable. C'est à ce moment seulement que le projet sera programmé, que le TGV sortira vraiment des brumes picardes. Le dollar a joué au yo-yo aujourd'hui. Toutes les grandes banques centrales sont intervenues pour enrayer la forte chute de la devise américaine qui, dans la matinée à Paris, valait moins de 5,90 francs. Elle est remontée depuis. L'inquiétude des spéculateurs s'explique par les déclarations très fermes du président de la Réserve fédérale américaine à l'adresse du futur président Bush sur la gravité du déficit budgétaire américain. Israël a levé aujourd'hui le couvre-feu imposé à Gaza depuis samedi dernier, mais l'armée maintient un dispositif important dans tous les territoires occupés. Voici les toutes premières images tournées clandestinement à Gaza en Super 8 pendant le couvre-feu, des images commentées par Martine Laroche-Joubert. Le couvre-feu le plus long depuis la guerre des 6 jours en 1967. Mais pour les Palestiniens de Gaza, toutes les contraintes valent bien cette nuit du 15 novembre où Yasser Arafat leur donne un État. Ça fait 40 ans que j'attends ce moment. 6 jours d'isolement total, téléphone coupé, mais radios toujours allumées. Interdiction de sortir dans les rues, alors de terrasse en terrasse, on échange les nouvelles, tandis que les enfants font leur guerre sur les toits. OLP, oui. Israël, non. Shamir est un mouton. Nous, les bergers, nous sommes derrière toi avec un cocktail Molotov. Gaza, 2 morts, 30 blessés pendant le couvre-feu. La zone la plus surveillée, de peur qu'elle ne s'embrase. Au cri de Dieu est grand, les feux d'artifice. À Gaza, les islamistes mènent une guerre d'influence contre l'OLP de Yasser Arafat. Déjà dans l'ombre, d'autres conflits guettent les Palestiniens. 15 Palestiniens auraient été blessés aujourd'hui dans les territoires occupés. Par ailleurs, les tractations pour former un nouveau gouvernement en Israël se poursuivent, mais tous les courants du Parti travailliste ont rejeté aujourd'hui le principe d'une nouvelle coalition avec le Likoud. Nouvel enlèvement d'un étranger au Liban, c'est le premier depuis 5 mois. Il s'agit d'un Suisse qui travaille pour le Comité international de la Croix-Rouge. Emmanuel Vanier. C'est le 4e enlèvement d'un délégué de la Croix-Rouge internationale au Liban depuis août 85. Les 3 premiers avaient été rapidement libérés. Peter Winkler, 32 ans, en poste depuis 1 mois seulement au Liban, a été enlevé ce matin par 3 hommes armés. Aucune revendication pour l'instant. Ce soir, on ne sait pas si c'est l'organisation humanitaire ou la Suisse qui est visée. Mais la Suisse doit prochainement juger un pirate de l'air libanais. Il avait détourné un avion africain en juillet 87 et tué l'un des passagers. Présentation aujourd'hui à Alger des conclusions des enquêtes sur les atteintes aux droits de l'homme pendant les émeutes du mois dernier. La très officielle Ligue algérienne des droits de l'homme a recueilli 228 témoignages de personnes ayant subi des sévices corporels. La présentation de ces conclusions par une ligue officielle semble attester de la volonté au plus haut niveau de faire toute la vérité sur les tortures en Algérie.
Arrivée ce matin à Paris de Károly Gross, le secrétaire général du Parti socialiste ouvrier hongrois. Au cours de cette visite officielle de 2 jours, Károly Gross rencontrera François Mitterrand, Michel Rocard et Roland Dumas, le ministre des Affaires étrangères. Objet de ces entretiens, l'économie. La France et la Hongrie souhaitent développer leurs échanges et les relations Est-Ouest, la Hongrie faisant figure de modèle pour sa volonté d'ouverture à l'Ouest. Un bibliophile bavarois a payé aujourd'hui à Londres plus de 10 millions de francs pour un manuscrit. En examinant son écriture, est-ce que vous pouvez deviner l'identité de son auteur? Le sujet est surdoué, extrêmement intelligent, il a l'esprit vif, inventif, une créativité intellectuelle, mais il est également très isolé. Il a besoin de solitude et en même temps il en souffre. Et ça lui crée des moments de dépression qui suivent les moments d'excitation. Donc il a du mal à vivre. Il n'est pas très heureux. Des problèmes du passé mal surmontés et des ambivalences très prononcées. La personne qui a écrit ces lignes, c'est Kafka. Il s'agit du manuscrit du procès, dont les 316 pages se sont vendues à Londres, 1 million de livres, 1 milliard de nos centimes. Qui est l'acheteur? Moi, je suis un libraire d'Allemagne, en Bavière. Oui, c'est bien sûr un prix important, mais j'étais préparé à payer beaucoup plus. Ce manuscrit sera rétrocédé à un institut allemand près de Stuttgart, spécialisé dans la littérature contemporaine. Kafka, mort en 1924, il avait 41 ans, avait demandé à son ami Max Brod de détruire tous ses manuscrits. Celui-ci n'en fit rien, mieux, il les sauva une 2e fois des flammes nazies, en fuyant la Tchécoslovaquie en 1939. Le procès n'a jamais été publié du vivant de Kafka, tout comme ses autres romans, Le Château, L'Amérique. Il voulait la perfection, je crois, il ne l'attendait pas, donc il ne voulait pas publier quoi que ce soit. Le roman paraît en 1925. L'arrestation de Joseph K., son procès, son exécution, sans qu'il ne sache jamais pourquoi, va hisser Kafka au panthéon des grands du XXe siècle. La gare de Wannsee, c'est le titre de l'ouvrage couronné par le Grand Prix. Il y a des reflets par les Grands Prix du roman de l'Académie française. Son auteur, François-Olivier Rousseau, qui l'a publié chez Grasset, aime la nostalgie, l'élégance et le romantisme. Il vit à l'île de Man. C'est le prix dont je rêvais depuis longtemps, a dit l'heureux élu. Il va devoir courir sur une piste qu'il n'aime pas. Elle est trop courte et trop rapide. Son concurrent n'a jamais osé affronter Vincennes. Et voilà en plus qu'on le traite de French poltron. Pas besoin de traduction. L'ambiance promet d'être chaude. L'année prochaine à Philadelphie, notre grand Ourasi, champion d'Europe de trot, va se mesurer à Mac Lobel, le champion américain. Pierrette Bresse. Je te parie que sur 1600 mètres, je peux te battre. Chiche, a répondu Ourasi à Mac Lobel. Je ne vais pas me laisser marcher sur les sabots par un petit jeune qui pourrait être mon fils. Le défi était lancé et cette nuit sur l'hippodrome de Garden State à Philadelphia aura lieu le match du siècle. Côté américain, Mac Lobel, surnommé Big Mag. Âgé de 4 ans, c'est le roi du mile, un phénomène de vélocité. Sur 400 mètres, il va aussi vite qu'un cheval au galop et détient 3 records du monde de vitesse. Côté français, Ourasi, âgé de 8 ans, il est capable d'atteindre des vitesses de pointe incroyables quand il est lancé, mais ce n'est pas un sprinter. Aussi, la course risque de se dérouler en 2 manches. Mac Lobel va s'échapper dès le début, d'autant qu'il a tiré le meilleur numéro à la corde. Ourasi va être pris de vitesse, mais c'est un finisseur hors du commun. S'il y a lutte à l'arrivée, Ourasi vaincra. Mais encore faut-il qu'il puisse rattraper Mac Lobel. Et pour cela, Ourasi devra trotter le mile en 1 minute 53 secondes. 1 minute qui vaut de l'or, 600 000 $, 3 600 000 francs très exactement. C'est le prix que remportera le champion du monde en titre. Je vous parie que la course n'est pas gagnée d'avance. En attendant, voici les rapports du quartet qui s'est couru tout à l'heure à Vincennes à l'arrivée. Ah non, ce sont les rapports du tiercé que l'on nous donne à l'arrivée le 17, le 19 et le 4. 5 francs dans l'ordre, donc 23 179 francs 50 et dans un ordre différent 3 383 francs 50. Dans un instant, bien sûr, la météo avec Laurent Cabrol. Demain, 6h45, Télématin, invité des 4 vérités, l'homme mondial de l'année. C'est un Français, il s'appelle Thierry Breton. Il dirige le Futuroscope de Poitiers et il a été distingué par toutes les jeunes chambres économiques du monde entier. À 23h30, notre dernière édition avec Henri Sagnier et auparavant à 22h15,
Résistance avec le spécial Chini. Bonne soirée, à demain.